Ce que j'ai fait, il fallait le faire. On ne pouvait pas continuer comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et si on ne le faisait pas, c'était pas durable, on n'allait pas pouvoir tenir longtemps. Donc je suis fier de l'avoir fait, je pense qu'il fallait le faire. Maintenant, il y a plein de pays qui sont d'accord pour passer un accord, y compris la Chine, qui pour le moment ne sait pas encore en quels termes. Le président Xi que je connais bien est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Ils ne le savent pas encore, mais je sais qu'ils veulent passer un deal avec nous. Le marché est un peu volatile, donc là maintenant, le marché des obligations va de nouveau très bien. Mais j'ai vu hier que les gens étaient un peu tendus, ça commençait à s'agiter. Je pense que, vous voyez, c'est le jour de la libération aujourd'hui aux États-Unis. C'est le jour où nous sommes libérés des accords commerciaux abominables dans lesquels nous étions pris. Alors, en parole, c'est encore assez doux. En fait, c'est beaucoup moins doux. C'est ce chiffre, 145% de droits de douane supplémentaires. C'est-à-dire, on est passé, je crois que c'était parti à 34, 54. 54. 100, oui, on perd le chiffre là. Ouais, non, 104. Moi, je les ai là. 34 plus 10, ça faisait 54. Et ensuite, on est passé effectivement à 104, ensuite à 125 et maintenant à 145. 145% de droits de douane. Ça veut dire zéro exportation de la Chine vers les États-Unis. Mais à partir de 60-70% de droits de douane, de toute façon, les échanges commerciaux deviennent impossibles. Il y a plusieurs choses qui moi, me rendent perplexe quand tout le monde dit qu'il y a une logique dans ce que Trump est en train de faire. Il annonce depuis plusieurs jours, haut et fort, que c'est la grande libération des États-Unis, que les travailleurs américains... Nous parlons de la Chine, là. C'est face à face contre la Chine. Oui, face à face contre la Chine. Et là, maintenant, il parle de vouloir faire un accord avec la Chine. Mais il veut quoi? Il veut un accord avec la Chine qui va pénaliser les ouvriers américains ou il veut qu'on n'achète plus en Chine? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que ce qu'il fait n'a absolument aucune logique. Et je défie qui que ce soit qui écoute vraiment ce qu'il dit, quand il passe de « je veux faire des tarifs partout » à « je veux faire des deals avec tout le monde », de savoir ce qu'il veut vraiment et dans quels intérêts il est vraiment en train d'agir. Et c'est ça qui est, pour moi, totalement incompréhensible. Deuxième chose par rapport à la Chine, je crois qu'il veut vraiment un découplage avec la Chine. Le reste du monde, il va essayer de s'arranger. La Chine, je crois que là, il veut briser l'emprise des Chinois sur l'économie américaine. Parce que cette emprise, elle est réelle. Est-ce qu'il y a là une escalade qui, de toute manière, continuera? Cette idée, beaucoup défendent ça, que seule une guerre, tôt ou tard, ou en tout cas un affrontement très violent, résoudra l'affrontement. C'est pas possible que ces deux puissances restent à ce point, disons, de rivalité. On a plein de précédents dans l'histoire, avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, la crise des années 30, de moments dépressionnaires et économiquement difficiles et de rivalités non résolues sur le plan économique qui finissent par muter en affrontements militaires au sens conventionnel. La Chine cédera-t-elle économiquement d'abord? Parlons d'économie. Écoutez la réponse des Chinois aujourd'hui. Je tiens à souligner une fois de plus que personne ne sort gagnant d'une guerre commerciale ou douanière et le protectionnisme ne mène à rien. La pression, les menaces et le chantage ne sont pas la bonne façon de traiter avec la Chine. La Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes. Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et insistent sur une guerre des droits de douane et une guerre commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout. Est-ce qu'ils peuvent céder ? Non, moi je ne crois pas dans l'immédiat parce que d'abord ils ne peuvent pas perdre la face. Je crois que perdre la face chez les Chinois, d'ailleurs chez tous les Orientaux, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et donc là, ils ne peuvent pas perdre la face. La deuxième chose, c'est que la Chine, elle détient beaucoup de dettes, elle détient les bons du Trésor, elle détient beaucoup de dettes. Et s'ils commencent à jouer là-dessus... 750 milliards de dollars. 750 milliards de dollars. Et s'ils commencent à jouer là-dessus, ils ne vont pas rigoler de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a des mesures de rétorsion. Et je ne vois pas comment ils peuvent... alors ils peuvent négocier et puis à un moment donné arriver à un deal. Mais céder face à Trump, moi je pense que c'est hors de portée. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est hors de portée compte tenu d'un régime dictatorial qui a besoin aussi de montrer les gros muscles et que le parti reste le mal alpha du système de la République populaire. Et puis il y a toute une rhétorique qui est en train d'être mise en place du côté chinois. C'est les États-Unis sont imprévisibles et la Chine est stable. Et ça, sur la scène internationale, c'est quelque chose qui va énormément jouer dans les mois à venir. Notamment, on en parlait avec Madame Villers, qui est économiste, sur le fait que, en fait, les Chinois vont aussi se tourner vers les Européens, par exemple. Et donc, tout ça, ça va rebattre les cartes. Et en fait, peut-être, à ce moment-là, Trump va être pris à son propre jeu. C'est-à-dire, très clairement, d'avoir joué avec le feu, d'avoir été un pyromane avec l'économie américaine, tout en profitant à la Chine d'une certaine manière, qui a
aussi des partenaires beaucoup plus stables, notamment en Asie du Sud-Est et également en Amérique latine. Et c'est des territoires sur lesquels les Américains essaient de rentrer en compétition et que, pour l'instant, ils n'y arrivent pas de manière très concrète sur le plan économique. Une autre chose, c'est que Trump, s'il voit un affrontement, s'il voit la Chine comme étant un ennemi potentiellement militaire, avec ce qu'il est en train de faire, il encourage la Chine à se recentrer sur elle-même, sur tout ce qui est production de haute technologie. Et les Chinois le disent, on a compris qu'il faut qu'on soit aussi stratégiquement autonome et qu'on arrête d'être l'usine à bas coût du monde. Et un chiffre intéressant dans le Financial Times aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, par exemple, aujourd'hui, 60% des téléphones portables sont des téléphones portables chinois. Ils sont vraiment en train de conquérir le monde. Ça, c'était avant cette guerre commerciale avec les États-Unis. Imaginez les relations russo-chinoises, comment elles vont se développer, comment la Chine va accélérer son aide militaire à la Russie. On va peut-être en parler tout à l'heure ce soir. Mais donc vraiment, ce que Trump est en train de faire va créer vraiment des problèmes pour la Chine à court terme. Mais les Chinois le disent. Nous, on a pris notre leçon. Et on va se renforcer, on va être autonome. Le stade de la haine, le stade de la moquerie et de la haine, il y a les deux. La moquerie, c'est plutôt sympathique, mais parfois ça commence à être de la haine entre les Chinois et les Américains. Il y a beaucoup de passifs dans ce domaine-là. Regardez comment la propagande chinoise ironise, alors c'est des sites soit chinois, soit pro-chinois, sur tout ce qui est américain, les lieux communs de l'américain obèse, peu éduqué, qui va en quelque sorte être perdant de tout ça et qui va être réduit à travailler dans les usines. Alors les casquettes MAGA, ça c'est un grand classique. Toutes ces choses... Parce qu'elles sont faites en Chine. Elles sont faites en Chine. Voilà. À l'intelligence artificielle, regardez ces simulations, ces simulations faites à l'intelligence artificielle où on voit des Américains obèses qui redeviennent des ouvriers manufacturiers un peu primitifs, dans un mode de production primitif, made in California. Voilà, vous avez toutes les variations sur Tesla, sur les grandes marques américaines, sur Nike, etc., etc. Guillaume Roquette, ça commence aussi à ressembler à une guerre culturelle. Vous avez vu, ils mangent des hamburgers, de part et d'autre. Et puis Trump, Musk, Vance, etc., qui sont réduits aux chaînes de production. Oui, bien sûr, parce qu'on sent bien que il y a une dimension presque d'amour-propre dans ce conflit. C'est pas avec des vidéos comme ça que qu'on va changer véritablement les données de la négociation qui vont s'engager. Mais il y a cet amour-propre chinois qui remonte à loin. Le grand traumatisme chinois depuis 200 ans, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'opium, c'est-à-dire au 19e siècle. La Chine était un pays fermé et s'en portait pas plus mal. Et puis les Anglais ont voulu exporter leurs affaires, y compris en particulier leur opium. Et donc, comme les Chinois voulaient pas ouvrir les ports, ils les ont bombardés. Et non seulement les Anglais ont réussi à pénétrer en Chine, mais en plus ils ont piqué un petit bout du pays qui était Hong Kong. C'est parti des accords de la seconde guerre de l'opium en 1856, un truc comme ça. Donc tout ça, ce sont des humiliations pour les Chinois. Le fameux poème de Victor Hugo là-dessus, qui parle des voyous français et anglais. Victor Hugo, auteur de Gaulle. Parce que les Français aussi en ont profité pour ouvrir quelques comptoirs. Les traités inégaux, parce que tout le monde s'est jeté sur la Chine pour la dépecer, y compris la Russie, qui a arraché la Mandchourie extérieure et la région de Vladivostok, etc. Et donc ça, ils ne l'ont pas oublié. Et là, je suis absolument d'accord. Je veux dire, il y a le phénomène de fierté nationale, ne pas perdre la face et ne pas oublier que ce sont les Occidentaux qui ont humilié la Chine au 19e siècle. Il faut aussi se rappeler quand Napoléon a voulu affaiblir l'hégémonie commerciale des Anglais en imposant ce qu'on appelait, je crois, le système continental, en interdisant... Oui, le blocus continental. Voilà, exactement. Voilà. Eh bien, les Anglais disent c'est grâce à ça qu'on a développé notre industrie du coton et qu'on est devenu une grande puissance économique mondiale, parce qu'on a vraiment dû se replier sur nous-mêmes et aller trouver d'autres partenaires en Inde et en Afrique. Et c'est ce que les Chinois disent aujourd'hui. Nous, on va faire comme les Anglais ont fait au 19e siècle. Donc, pour qu'on comprenne bien la mesure de ce qui est en train de se passer, je ne sais pas s'il est possible de revoir cette petite affiche ironique des Chinois sur la casquette MAGA, donc la casquette de Trump. Alors, elle est annoncée à $50, c'est peut-être un petit peu beaucoup. En tout cas, c'est supposé être le prix. Sur les terrains de campagne, elle peut monter à $50. Ah oui, alors, vous avez suivi ça. Donc, simplement, elle commence à dater cette affichette-là, parce qu'aujourd'hui, avec 145% d'augmentation des taxes, c'est $122,50. Je viens de calculer.
Vous vous rendez compte? C'est gigantesque, quoi, l'augmentation. Et c'est vrai que pour le consommateur américain, ça serait un sacré choc. Pour aller dans le sens de Guillaume et essayer d'imaginer le moment de l'histoire humaine dans lequel on se situe, l'ambassade de Chine aux États-Unis, donc le Parti communiste, sur son compte Twitter, diffuse une vidéo de Ronald Reagan dans les années 80, vantant les mérites du libre-échange et expliquant aux Américains pourquoi il ne faut surtout pas céder à la tentation du protectionnisme, parce que, dit-il, le libre-échange, c'est ce qui permet la compétitivité, qui entraîne la performance et donc l'innovation. Et c'est ça le cœur et la force de l'économie et de l'esprit. Puisqu'il faut rappeler que le régime chinois, évidemment, régime communiste, théoriquement, il a gardé du communisme, la répression et le sang, mais en matière économique, ils sont très libéraux. Non, tout à fait. Très libre. Pareil, comme le Vietnam, c'est exactement pareil. Quand vous allez dans les commentaires du tweet, vous avez des Américains MAGA qui répondent avec l'image de la pièce Tiananmen avec la personne avec son sac devant les tanks, et vous avez des influenceurs chinois qui disent bravo Xi Jinping, jamais nous ne céderons face à la brute américaine. Donc il y a un vrai sentiment de ralliement derrière le leader. Là où j'étais pas d'accord, Darius, quand vous avez montré cette fameuse vidéo de l'IA, il ne faut pas oublier à quel point les Américains sont perméables à l'ingérence étrangère et à ce type de vidéos, notamment sur les réseaux sociaux. On avait vu également, il y avait eu une enquête du New York Times sur le nombre d'influenceurs américains qui avaient été notamment payés par des Chinois ou des Russes pour faire des fausses vidéos, pour essayer de rentrer dans l'algorithme de TikTok des plus jeunes Américains qui ont essayé de voter. Et à ces dernières élections, l'enquête Mueller en 2016 sur le premier mandat de Trump a été vraiment une enquête fracassante. Donc il ne faut pas oublier cette part-là qui peut aussi changer la donne sur le territoire américain et qui est très importante dans les prochaines élections de mi-mandat.